Quand passent les cigognes, il faut faire un parallèle ou une confrontation avec son premier chef-d'œuvre qui est le sel de Svaniety. Le sel de Svaniety, c'est l'incarnation même de tout ce qu'est le cinéma soviétique en pointe des années 20, c'est-à-dire un sujet social. C'est un cinéma engagé et utopique, pas de sources littéraires, donc pas de romans qui soient à la base de scénarios, pas de pièces de théâtre, pas d'acteurs professionnels. Un travail sur la forme, sur l'esthétisme, sur les lumières très poussées, et la recherche d'un nouveau langage pour une société nouvelle et un homme nouveau. C'est tout ça le sel de Svaniety. Alors que Quand passent les cigognes, c'est l'opposé total, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a un retour très très fort à toutes les traditions. Un sujet ultra-littéraire, puisque d'une part on a une pièce de théâtre de Victor Rozov, on a un emprunt à un certain schéma de Guerre épée de Tolstoï, et on a aussi des acteurs professionnels, puisque le couple vedette Tatiana Samoilova et Alexis Batalov sont certes au début de leur carrière, mais ils sortent tous les deux d'une école, donc ils ont été formés. Quant au récit, on a absolument tout ce qui fait un bon récit traditionnel, et même le recours à une source, à une forme plutôt, la seule forme qui soit d'ailleurs universelle et intemporelle, c'est le mélodrame. Les amours tragiques sur fond d'événements grandioses qui dépassent les pauvres êtres humains pris dans la tourmente. On a des occasions manquées. Comme dans Roméo et Juliette, on a une lettre qui n'arrive pas à destination à temps. On a un messager retardé. Quand on voit à un moment donné, dans l'hôpital évacué où travaille le père de Boris et Véronique, on voit un car plein de blessés arriver, et ce car est aussitôt dérouté vers un autre hôpital. Or, dans ce car, il y a le soldat qui a été témoin de la mort de Boris. Et pour qu'on le repère, pour être sûr qu'on le voit bien, il a une réplique du genre « Dieu sait maintenant où est-ce qu'on va atterrir ». Bon. Or, à ce moment-là, Véronique aurait pu apprendre la mort de son fiancé. Et elle va continuer à espérer, parce que le messager arrivera beaucoup plus tard pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. On a aussi des coïncidences, comme par exemple, au moment où elle va se jeter sous le train pour se suicider, c'est peut-être un clin d'œil d'ailleurs à Anna Karénine de Tolstoï, elle sauve un gamin qui s'appelle Borka. Et Borka, c'est le diminutif de Boris, c'est-à-dire il a exactement le même prénom que son fiancé, le fiancé qu'elle attend. Du coup, elle renonce à son suicide et elle va l'élever. Donc, elle le sauve, mais il la sauve, puisqu'il la détourne de son geste fatal. Et donc, on a là aussi l'histoire de chute et rédemption d'une âme perdue, exactement comme dans les meilleurs feuilletons du XIXe siècle. Mais le film a encore une autre couche. Il y a un désenchantement, voilà, par rapport aux années 20 et 30. Dans les années 20 et 30, il y avait l'exaltation d'êtres surhumains qui se sacrifiaient pour la cause commune. Qu'importe la perte d'un individu, la cause doit triompher. Or là, on n'a pas tout à fait la même chose, puisque la guerre est montrée comme un bourbier, comme un endroit où s'engluent les meilleurs, et même si elle est justifiée, et elle est justifiée, puisque la patrie est en danger, il n'empêche que, est-ce que quand même tout ça a un sens? À un moment donné, dans la pièce de théâtre, source du scénario, Véronique demandait à sa voisine, professeure d'histoire, si tout ça, la guerre, la perte d'êtres chers, tout ce bouleversement avait un sens. Et dans la pièce, la voisine, professeure d'histoire, lui sortait un couplet très structuré sur, justement, comment dire, il faut que quelques-uns se sacrifient aujourd'hui pour les lendemains qui chantent. Or, dans le film, quand Véronique pose la question, la voisine est complètement embarrassée, elle reste coite et elle ne sait que répondre. Parce que justement, la guerre, c'est une catastrophe absolue, même justifiée. Et on sent une certaine amertume. L'amertume est totalement palpable dans ce film. Quoi qu'il arrive, est-ce qu'une cause, même la meilleure, justifie tous ces sacrifices?
Dans le film, il n'y a aucun enfant. On n'en voit aucun. Sauf le jeune Borka qui va être sauvé par Véronique, on en a besoin pour le récit. Et puis le tout nouveau-né, tout à la fin, qui est l'espoir vague peut-être d'un renouveau. Mais dans le corps du film, il n'y a aucun enfant. Et l'école est un lieu mortifère. L'école qui est un lieu en principe de transmission du savoir, un lieu comment dire, aussi de récréation, de jeu. Là, c'est un lieu mortel. Le rassemblement des volontaires au début, ces volontaires qui vont partir à la mort, a lieu dans une cour d'école. Et ce rassemblement de futurs morts sépare à jamais Véronique et Boris. Et ensuite, quand il y a la séquence de l'hôpital évacué, où le père de Boris, la sœur de Boris et Véronique travaillent, en fait, c'est une ancienne école transformée en hôpital. Et pour qu'on soit sûr de le comprendre, pour que le spectateur en ait conscience, quand le père de Boris sort de la salle d'opération, il remet en place, il attire l'attention, il remet en place un papier qui était punaisé sur la porte, où il y a marqué « jeu de table », c'est-à-dire, bon, par exemple, ping-pong, etc. Là où autrefois les enfants rieurs venaient s'amuser, maintenant on essaye de sauver des mutilés. Et d'ailleurs, c'était aussi quelque chose d'assez nouveau dans le cinéma soviétique, de montrer que la guerre mutilait les gens. Alors que jusque-là, dans le cinéma soviétique, ceux qui revenaient du front, bon, ils avaient un petit sparadrap en haut, comment dire, sur la joue pour montrer que quand même, ils avaient fait des combats, mais enfin, ils revenaient tous intacts. Là, non, on voit des gens, il y en a un que sa fiancée a trahi, il y en a un qui a perdu la vue, qui veut d'ailleurs mourir, etc. Donc c'est assez réaliste. Et enfin, il y a la nature. Un des thèmes majeurs du cinéma soviétique des années 20 et 30, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme à déplacer les montagnes, l'enthousiasme, cette volonté prométhéenne de transformer, modeler, remodeler, soumettre la nature. Or là, elle est indifférente. Les cigognes du début, qui volent haut, très très haut au-dessus des passions humaines, elles sont totalement indifférentes à ce qui se passe sur Terre. Et dans les films suivants, c'est-à-dire La lettre inachevée et La tente rouge, qu'est-ce qu'on verra? On verra que la nature, en fait, elle est dangereuse, elle est hostile, et que l'homme ne maîtrise plus rien du tout, et qu'il est au contraire un simple fétu de paille malmené. Un des thèmes importants de Quand passent les cigognes, c'est aussi le problème de l'attente. C'est un des grands problèmes des films de guerre. Est-ce que les femmes vont attendre? C'est parce que tu m'auras attendu que je reviendrai vivant. Or, qu'est-ce qu'on voit dans Quand passent les cigognes? Au moment où Véronique, Moscou est bombardé, une période de tension, elle refuse de descendre à l'abri, il y a Marc, le cousin, qui n'ose pas descendre tout seul parce que ça serait preuve de lâcheté. Et dans l'extrême tension, on voit une séquence. Alors, le cinéma de l'époque ne pouvait pas le montrer, c'est bien entendu un viol. Mais bon, ça doit être compris à demi-mot. Or, vous avez deux travelling, comment dire, parallèles. D'un côté, Marc portant Véronique, et de l'autre, les soldats, dont Boris, pataugeant dans la boue. Donc c'est lié. Et c'est au moment où Boris parle de mariage, où le mot mariage est évoqué, qu'il reçoit une balle et qu'il meurt, et qu'il voit à ce moment-là en surimpression, on voit son mariage tel qu'il avait été évoqué avant le départ à la guerre. Donc il y a un lien, quelque part, entre la fidélité des femmes et la survie des hommes au front. C'est une des grandes constantes de la littérature. Alors je ne pourrais pas dire si c'est dans d'autres littératures, mais dans la littérature russe, c'est évident. Alors là, ici, il faut parler de Ouroussevski. On peut parler d'un alter ego. Ouroussevski est né avant la guerre, il est né dans les années 30. Donc lui aussi a eu le temps d'expérimenter beaucoup de choses avant d'arriver. Ce n'est pas un débutant. Il a travaillé par exemple sur Yvan le Terrible. Il était sur le plateau d'Yvan le Terrible en tant qu'assistant opérateur. Il a travaillé sur des grands films
de la fin des années 40, où il commence à chercher des solutions au problème de la profondeur du champ, au problème du contraste entre le noir, le blanc, le gris, enfin tous ces problèmes de lumière. C'est quelqu'un qui expérimente, hein. Il bricole, il fabrique, et on va le voir sur La lettre inachevée, où il improvise beaucoup. Il crée des appareils pour son propre usage afin d'obtenir exactement ce qu'il veut. Ce qui fait la chose inouïe de ce film, c'est l'adéquation parfaite entre le fond et la forme. Un fond humain, riche, bouleversant, universel, compréhensible partout, quelle que soit la culture et comment dire, la formation, et une forme totalement maîtrisée qui est le fruit de toute une vie, hein, puisque si on reprend le sel de Svanetti, on voit qu'il y a déjà en embryon certains passages de Campas des Cigognes. Et donc c'est ce point d'équilibre totalement réussi entre le fond et la forme qui en fait un chef-d'œuvre unique. On a peine à imaginer qu'il puisse y avoir eu un autre accueil que l'enthousiasme délirant. Or, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé quand le film est sorti à Moscou. Les revues, parce qu'en Union soviétique, il y avait quand même des revues présentant des opinions différentes, quand même. Il y en avait plus d'avant-garde, plus traditionnelles, plus conservateurs. Donc une des revues les plus conservatrices, qui s'appelait la revue Octobre, a descendu le film en flammes en disant que c'était un film pessimiste, c'était un film décourageant, c'était un film qui ne correspondait pas aux idéaux bolcheviques, soviétiques, puisque le héros meurt. Bon. Et de fait, il a été considéré donc comme un film négatif. Mais, comme l'a dit quelqu'un à l'époque, enfin on peut pleurer nos morts. Parce que c'est le premier film où vraiment, certes, il y avait eu d'autres films où le héros mourait, mais c'était dans une telle auréole de gloire, et puis après arrivaient les maréchaux qui avaient pris les bonnes décisions lors des opérations militaires, que cette mort était juste simplement une mort héroïque. Puisque là, le ton général du film, c'est quand même une génération perdue, une génération fauchée dans la fleur de l'âge, une génération qui n'a pas eu le temps d'éclore, qui promettait et qui ne sera pas. Et donc, ce ton de tristesse a été comment dire, critiqué par une certaine partie des revues, mais évidemment pas toutes. Et encore une fois, beaucoup de gens ont dit enfin on peut pleurer nos morts.